Bonjour madame, bonjour monsieur. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de Plaisir de lire sur Zouk TV. Comme chaque mercredi, j'ai le privilège de recevoir des participants qui viennent partager avec nous leur coup de cœur, un livre qui les a touchés. Et donc aujourd'hui, je suis accompagné du duo de choc. Le duo de choc. Donc c'est pour cela, je vais vous le présenter, ce duo de choc. C'est pour cela qu'à ma gauche, nous avons Anne-Marie. Bonjour Anne-Marie, sois la bienvenue. Merci. En face d'Anne-Marie, nous avons Julien. Julien. Bonjour à tous les téléspectateurs de Zouk TV. Désolé. Bienvenue Julien, c'est l'émotion. Alors, nous aurons la possibilité de voyager, de réfléchir, de méditer sur notre condition d'homme, de femme, d'être humain, de penser aux challenges que nous avons à relever dans ce 21e siècle avec les ouvrages qui seront présentés par nos deux participants. Et donc nous allons commencer tout de suite avec Anne-Marie. Donc Anne-Marie, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Lorsque j'ai eu l'invitation, c'est vrai que j'ai réfléchi au livre que j'aurais aimé présenter. Et il me revenait à l'esprit régulièrement le Laudato Si, qui a été écrit par François, le pape François. Et alors je l'ai lu, j'ai eu l'occasion de le relire. C'est un livre que je consulte de temps en temps, que je consulte lorsqu'une idée me traverse. Et je me suis dit oui, pourquoi pas? Pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour donner à tout un chacun envie de le lire? Parce que j'estime qu'il y a matière. Il y a matière dans ce livre pour qui veut faire des choses, tout simplement. D'accord. Voilà. Donc c'est un ouvrage rédigé par le pape François lui-même. Alors, le pape François, lorsqu'il a rédigé, ça s'appelle dans le langage de l'Église catholique une lettre encyclique sur la sauvegarde de la maison commune. La maison commune, notre maison commune, c'est la terre. Voilà. Et il a écrit cette lettre, pas tout seul, bien entendu. Il s'est appuyé sur des travaux des scientifiques et il y a eu un vrai travail œcuménique avec ce livre, avec notamment le patriarche je ne vais pas écorcher le nom, donc Bartholomé, je sais pas si, alors je vais pas dire de bêtises, mais en tout cas j'ai un trou de mémoire, il y a un travail œcuménique autour de cette lettre encyclique. Ce n'est pas uniquement la pensée de l'Église catholique. Il y a un vrai travail œcuménique autour de cette lettre encyclique du Laudato Si. Voilà. Alors, le Laudato Si, pourquoi le Laudato Si? Parce que en référence à François d'Assise, loué sois-tu Seigneur, pour notre sœur la terre, etc. On connaît un peu la pensée de François d'Assise et dans la logique, puisque il a pris ce nom, le pape François, et présenter ce que tout le monde voit, mais ne veut pas voir. On voit bien qu'il y a des choses qui ne vont pas dans la nature, au niveau de la terre, mais on voit, mais on se dit que, mais non, c'est pas ça. Ou bien, on va continuer quand même à fonctionner d'une certaine manière, alors que l'on ne peut plus. On ne peut plus fonctionner comme on fonctionnait auparavant. Les 2 derniers siècles ont abîmé la nature, ont abîmé la terre et ont abîmé tout, l'être humain. Et le Laudato Si, c'est une vraie réflexion sur l'écologie intégrale. C'est pas simplement on va planter un arbre, on va faire telle chose. Non, c'est tout le monde, tout l'univers est concerné. La nature, mais aussi les hommes et les femmes, l'économie, la science, la politique, tout est concerné par l'écologie intégrale et il en parle de manière, je trouve,
simple. Voilà, c'est pour cela que je veux le présenter aussi, parce que des fois on peut penser que c'est compliqué à lire ou que c'est difficile. Pas du tout, les mots sont simples. On peut le lire comme un roman, d'une traite. On peut décider de prendre un chapitre parce qu'il y a de grands chapitres selon ce qui intéresse chacun. Selon, je sais pas, j'ai une version où on va chercher, on voit si on veut parler de l'eau. C'est rédigé de manière simple. Tout un chacun peut le lire tranquillement, simplement, et s'en inspirer pour vivre et pour voir ce qu'il y a lieu de faire, parce que nous sommes tous concernés. Ce n'est pas l'affaire d'un tel ou tel autre responsable. Nous sommes tous concernés. Tout le monde. Monsieur, madame, tout le monde. Donc, voilà. Donc, c'est pour cela que j'ai choisi le Laudato Si. Et puis, j'espère que le message va passer. D'accord. Donc, d'une certaine façon, on peut dire que tout le monde est responsable. Tu disais, c'est pas seulement des responsables, mais en fait, on peut dire que tout le monde est responsable de bien traiter la nature. On a une responsabilité de la façon dont nous traitons la nature, la terre, la manière dont nous prenons soin ou pas. Donc. Oui, tout le monde est responsable. Pas seulement la nature, parce que c'est vrai qu'on peut penser que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'est les arbres, la forêt, la terre, planter ou ne pas planter, mais c'est aussi comment je traite l'autre. Comment je traite l'autre être humain, comment nous nous traitons nous-mêmes, comment on prend soin de soi-même, comment on prend soin des autres. L'écologie intégrale, c'est ça. C'est pas seulement la terre, planter des arbres, faire du recyclage, etc. Non, c'est tout le monde. C'est la relation que nous avons les uns avec les autres. C'est la relation que nous avons avec la nature, c'est la relation que nous avons avec le ciel, c'est la relation que nous avons avec tout. D'accord. Avec Dieu. Et alors, quels sont les thèmes ou les axes forts de ce livre? Est-ce qu'il y a des thèses? Est-ce qu'il y a des idées clés? Ah oui, le Laudato Si... alors, comme je l'ai dit, ça s'est construit, le livre, l'encyclique s'est construit autour d'un concept d'écologie intégrale. C'est comme une proposition de paradigme pour, comme je le disais, capable d'articuler les relations fondamentales de la personne, c'est ça. Et puis, mettre en place, l'objectif de cette encyclique, c'est de mettre en place toujours, parce que le livre a 5 ans, un dialogue. Parce que c'est dans le dialogue que l'on va construire. Comme je l'ai dit, il s'est appuyé sur le travail des scientifiques pour rédiger cette lettre encyclique. Et ça concerne la science, ça concerne comme l'économie, ça concerne la politique qui met en place le fonctionnement de la société, l'éducation. Tout est... Je ne sais pas comment détailler, mais c'est dressé... Déjà, dans le premier chapitre, il dresse un constat. Il y a un constat qui est fait de notre monde, de la terre, de ce qui est fait, de la façon dont certains pays sont exploités, pourquoi la pauvreté, tout simplement. Pourquoi certains s'enrichissent plus au détriment des autres. Donc, c'est tout ça. C'est tout ça, le Laudato Si. Et le chapitre premier, fondamental, c'est le constat. Comment nous sommes? Comment est notre terre? Pourquoi nous en sommes arrivés là? Pourquoi tant d'exploitation? De l'homme sur la nature, de l'homme sur l'homme, de pays riches sur des pays pauvres. Le chapitre 1 est
est extraordinaire à lire, c'est le constat. Justement, quel est ce constat qu'il fait? Quelle est la situation? Est-ce que c'est un tableau noir, un tableau... Est-ce qu'il y a de l'espoir? Ah, mais il y a de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Mais le tableau, le constat est ce qu'il est. Le constat est que les choses... l'homme a dévié du plan de la création. L'homme n'a pas compris ou... il dit même, parce que c'est un pape, c'est le pape qui parle, donc catholique, que la façon dont nous traitons là, c'est un péché. C'est que on n'a pas... L'homme n'a pas respecté ce qu'il devait faire pour la terre, ce qu'il devait faire pour la nature. Vous avez des gens qui vont vont vous dire oui, dans la Genèse il est écrit soumettez la terre et soumettre c'est pas ça. Voilà, et exploiter, purger la terre, purger la nature, purger les autres pour faire de l'argent, pour faire du profit, pour s'enrichir davantage. Et voilà, donc il y a des choses à faire, comme je te disais, même si c'est vrai que la situation est très très grave, très très grave, il y a de l'espoir. Parce que oui, il y a de l'espoir et il y a du travail. Il suffit de retrousser ses manches et puis de se mettre au travail et puis de vouloir partager avec les autres et puis de vivre différemment, ben voilà, construire une nouvelle société, une société différente dans tous les pays. D'accord. Et est-ce que tu as un passage préféré ou une thématique préférée? Alors, c'est vrai qu'il y a des passages. D'accord, des passages. Des passages, mais bon, que je voulais lire par rapport... là, par exemple, chez nous, on a un problème crucial, on a des problèmes d'eau. Et l'eau, c'est la vie. Et il n'est pas normal qu'on se retrouve... j'ai coché tellement de choses dans ce livre que si je fallait cocher, je coche tout. Tout est intéressant. Tout est intéressant, tout est intéressant. Alors, je vais vous lire un passage qui n'est pas vraiment sur l'eau. Je peux? Oui, bien sûr. Alors, ces situations de constat, provoquent les gémissements de sur terre, qui se joignent aux gémissements des abandonnés du monde dans une clameur exigeant de nous une autre direction. Nous n'avons jamais autant maltraité ni fait de mal à notre maison commune qu'en ces 2 derniers siècles. Voilà, donc c'est ce petit passage-là. Alors, la faiblesse de la réaction politique internationale est frappante. La soumission de la politique à la technologie et aux finances se révèle dans l'échec des sommets mondiaux sur l'environnement. Il y a trop d'intérêts particuliers et très facilement, l'intérêt économique arrive à prévaloir sur le bien commun et à manipuler l'information pour ne pas voir affecter ces projets. En ce sens, le document d'Aparecida réclame que dans les interventions sur les ressources naturelles, ne prédominent pas les intérêts des groupes économiques qui ravagent déraisonnablement les sources de la vie. L'alliance entre l'économie et la technologie finit par laisser de côté ce qui ne fait pas partie de leurs intérêts immédiats. Ainsi, on peut seulement s'attendre à quelques déclarations superficielles, quelques actions philanthropiques isolées, voire des efforts pour montrer une sensibilité envers l'environnement, quand, en réalité, toute tentative des organisations sociales pour modifier les choses sera vue comme une gêne provoquée par des utopistes romantiques ou comme un obstacle à contourner. Je trouve que, je sais pas, ce livre peut faire l'effet d'une bombe. Hein, il y va pas avec le dos de la... Il y va franco.
Il dit les choses franchement je ne vais pas pousser les personnes à la révolution, mais je me dis, oui, on peut pousser les personnes à la révolution, mais la révolution, c'est pas obligatoirement Prendre les armes et mettre mettre le feu. Même si le feu, des fois, bon. Enfin, bon, bref. Bon. Mais... une révolution des comportements. Une révolution des comportements, une révolution de la manière de penser, une révolution dans l'action. Il faut agir, tout simplement. C'est vraiment le principe de voir quelque chose, on voit, on juge et on agit. C'est l'action. Il faut être dans l'action, tout simplement. D'accord. Donc, le but de ce livre n'est pas seulement de nous faire constater, d'amasser de la connaissance, de dire « Ah oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai », mais c'est de réagir, d'agir même. Voilà. Pour changer, transformer déjà nos mentalités. C'est tout un chacun qui doit s'emparer de ça et puis pour pouvoir changer les choses. Soi-même, sa maison, son quartier et puis au-delà, chacun. Et puis, ce qui est bon pour le Martiniquais n'est peut-être pas forcément bon pour le... Enfin, chacun met à sa sauce. Martiniquais, Guadeloupéen, Français... voilà. De manière à faire bouger les choses, à prendre soin de la terre et puis qu'on ait une écologie intégrale. Écologie au sens large, pas seulement les arbres, la verdure, mais vraiment tout à fait. Toutes les composantes de la terre. Donc aussi bien les personnes qui y vivent, les animaux, toutes les activités. Il faut changer le monde, tout simplement. Voilà, il faut changer le monde. D'accord. Ben, on se donne rendez-vous dans 5-10 ans pour faire un autre point. Constat. Non, j'aime bien cette idée. Effectivement, cette idée de responsabilisation, mais je pense que chaque personne peut, à son niveau, déjà à l'échelle individuelle, ensuite échelle familiale, faire des changements, des modifications. Et puis si chaque individu fait des changements, donc on verra à une autre échelle des avancées. Les avancées ne se feront pas du jour au lendemain en un claquement de doigts, mais ça nécessite une prise de conscience et puis d'agir constamment pour améliorer. Exact. Bien sûr. Oui, pour corroborer donc, les propos d'Anne-Marie, je pense qu'il faudrait installer cette manière de voir, de faire les choses dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge, enseigner aux enfants une certaine manière, une certaine approche avec la nature et avec, bien entendu, notre environnement, tout ce qui gravite autour de nous, bien entendu les personnes, les autres petits camarades et tout ça, pour qu'on puisse grandir avec cette idée que la Terre telle qu'elle est aujourd'hui, on a besoin de la transformer, qu'elle n'est pas, comment dirais-je, un lieu où on doit tout piller, toutes les ressources, et puis ne pas faire attention, puisqu'on nous dit qu'on est, je ne sais plus combien de milliards de personnes sur la Terre, et au final, qu'il n'y a pas assez il y a trop de personnes, qu'il n'y a pas assez de nourriture, pas assez de moyens de pouvoir subvenir aux besoins de toute cette population. Alors que c'est complètement faux. Quand on lit Laudato Si, on se rend compte que, non, c'est parce que les choses ont été mal exploitées et surtout, on est dans une surproduction, enfin, on est toujours à la recherche de plus de production, donc l'économie, la finance, etc., alors qu'on pourrait très bien partager les choses et permettre à tout le monde d'en profiter. Aujourd'hui, non, on voit qu'il y a un petit groupe qui profite de la situation, qui n'arrête pas d'amasser de l'argent. D'ailleurs, on est en pleine situation sanitaire Covid et on se rend compte que les riches deviennent plus riches. C'est pas normal. C'est bizarre quand même. C'est assez bizarre. Donc, je trouve qu'il y a une vraie prise de conscience à avoir par rapport à ça et mener une réflexion. Je pense que nos politiques pourraient s'emparer de cet ouvrage et voir les choses autrement, repenser la Martinique autrement. Je parle de la Martinique puisque nous sommes ici. Repenser la Martinique autrement et
aller dans d'autres directions plutôt que de faire des choses où on n'est pas toujours certain de ce que l'on fait. Voilà. D'accord. Et je peux? Oui, bien sûr. À propos de ce que disait Julien, par rapport au nombre que nous sommes, et on a tendance à nous faire croire que nous sommes trop nombreux sur Terre, et que, voilà, comme nous sommes trop nombreux, il n'y a pas suffisamment de richesse. Et même des jeunes, oui, mais bon, on est trop nombreux, voilà, nous sommes trop nombreux, nous sommes trop nombreux, nous sommes trop nombreux, c'est pour ça que, alors qu'il y en a qui sont, comme disait Julien, il y en a qui s'enrichissent de plus en plus. Et puis, il y a une majorité, il y a beaucoup de personnes qui meurent de faim, qui n'ont pas de quoi se nourrir, et puis on n'arrête pas de nous dire que, bon, ben, c'est comme si, que, bon, ben, il y en a trop, ben, il faut qu'ils disparaissent, tout simplement. On est même prêt à supprimer des personnes parce que, voilà, nous sommes trop nombreux. Alors que non, la Terre peut nourrir tous ses enfants. Tout dépend de l'utilisation que nous faisons des ressources. Voilà. Si au lieu de faire 3 repas, tu veux en faire 6, non, il ne faut pas non plus exagérer. Je prends un exemple basique, hein, mais il y en a qui veulent se remplir. Parce que quand on est riche, on veut être de plus en plus riche. Plus on a de l'argent, plus on veut en avoir. Et on oublie qu'on doit être dans le partage. Nous sommes... C'est-à-dire qu'il faut sortir de cette société un peu pyramidale où on a toujours ceux qui sont puissants au-dessus et puis les plus faibles en bas. Non, je pense qu'il faudrait réussir à être sur une forme de transversalité pour que justement ces ressources soient bien partagées, bien utilisées, afin que tout le monde puisse trouver son compte. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Revenir à une justice justement distributive qui permet à chacun de trouver les choses correctement pour en profiter, plutôt que d'avoir ces personnes qui sont dans une forme de domination, hein, puisque c'est un peu ça, et que ça s'arrête, quoi. Que ça s'arrête. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Anne-Marie, merci pour cette présentation. Donc, ton ouvrage s'intitule Laudato Si du pape François. Et puis, autre chose qui est intéressant pour ce livre, pour les férus d'Internet, on peut le télécharger gratuitement. D'accord, très pratique. Donc, bon, voilà, donc sur le site du Vatican, il peut être téléchargé gratuitement. D'accord. Donc ça prouve en tout cas comment le pape n'est pas enfermé dans une politique lui-même économique, puisqu'on pourrait très bien dire que ce livre, il est vendu à tel prix, alors que là, il est accessible gratuitement en PDF sur le site du Vatican. Donc c'est bien. Oui, c'est très intéressant. Donc ça a donné envie de le lire, donc je vais le télécharger. Merci beaucoup Anne-Marie. Mais c'est un plaisir, voilà. Donc maintenant, nous allons nous tourner vers Julien. Et Julien, de quoi vas-tu nous parler? Oui, alors moi j'ai choisi un livre dont j'ai entendu parler et bon, ça m'a alerté, le titre simplement m'a alerté. C'est un livre de Lilian Thuram. Bon, Lilian Thuram, on le connaît plus en tant que footballeur, et puis qui a eu des prises de position depuis qu'il a arrêté de jouer au football concernant le racisme. Et ce livre, dont le titre est La pensée blanche, et puis il y avait ce petit extrait dessus où on ne naît pas blanc, on le devient. Donc, ça m'a alerté. Je me suis dit, mais tiens, j'aimerais bien savoir de quoi il parle Lilian Thuram dans ce livre. Et là, une fois que j'ai commencé, c'était difficile de le lâcher parce qu'on découvre tellement de choses. On découvre une structuration de pensée, une méthodologie fonctionnelle et on se pose énormément de questions. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de certaines personnes pour qu'il y ait eu... on arrive, en tout cas que lui arrive à dire qu'il y a une pensée blanche. Puisqu'il semblerait qu'il y a eu un livre qui a été écrit qui s'appelait La pensée noire. Donc ça voulait dire que s'il y a une pensée noire, donc il y a forcément une pensée blanche. Donc lui, il s'est axé sur ça en se disant, je vais démontrer qu'il y a une pensée blanche et quelle est-elle, cette pensée blanche? Et là-dedans... il parle donc de l'esclavage, il parle
de la domination, du colonialisme. Il parle de beaucoup de choses. C'est un ouvrage qui est très documenté. Il y a énormément de recherches. À la fin du livre, vous avez une bibliographie qui est vraiment extraordinaire. Et je trouve que c'est un livre qui a été écrit avec beaucoup de recherches, comment dirais-je, intellectuelles. Et on pourrait penser que, parce que Lilian Thuram, c'est un footballeur, comme on dit souvent, les footballeurs, ils n'ont rien dans la tête, malheureusement. Là, ça prouve qu'on peut être footballeur et après une bonne carrière, puisque je peux rappeler qu'il a été, Lilian Thuram, champion du monde avec l'équipe de France, champion d'Europe aussi, et qu'il a fait une grosse carrière. D'ailleurs, c'est le footballeur le plus capé en équipe de France, 142 sélections. Il a été même considéré comme étant le meilleur défenseur au monde. Et de voir qu'après cette carrière footballistique, qui se retrouve à être là, à parler de certaines choses, on pourrait dire, qui nous concernent tous, puisque c'est un problème sociétal grave, qui a été donc l'esclavage, la traite transatlantique et tout ça. Et il en parle, je trouve, vraiment bien. Franchement, ça donne envie de découvrir. Il n'y a franchement pas de volonté de faire de racisme anti-blanc. Il faut se détourner de cet esprit-là. Là, il est en train d'expliquer vraiment comment ça a fonctionné pendant longtemps, et je pense que ça c'est mon opinion, que ça continue encore, cette pensée qui est là et que pour l'instant on n'a pas encore réussi à la mettre à genoux. Et voilà. Selon Lilian Thuram, en quoi consiste cette pensée blanche? Justement, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais, cette pensée blanche, c'est une méthodologie qui a été mise en place, une manière on revient encore à cette problématique économique, financière, où, les colons de l'époque avaient besoin de s'enrichir, et pour s'enrichir, il fallait trouver des terres, il fallait trouver de la main-d'œuvre, il fallait trouver en tout cas de quoi toujours avoir plus, amasser plus. Et il a été mis en place donc cette méthodologie, donc avec le truc qui a atteint un sommet, donc c'était le Code noir, où quand on lit l'article 44 du Code noir, on se rend compte qu'en fait, un noir, c'est un bien meuble, c'est pas une personne, donc aucune humanité, rien du tout. Donc on fait ce qu'on veut avec un bien, un meuble. On le vend, on le revend, on se le passe de main à main, et ça... non, ça doit pas se faire, ça doit pas. On est tous des hommes, et lui, en fait, il s'est penché aussi sur cette pensée blanche parce que dans sa carrière, il a été confronté à différentes formes de racisme, et notamment au niveau de sa famille. Il en parle aussi. Il raconte même qu'à un moment donné, il a dans sa famille des personnes à qui on a obligé à subir un avortement parce qu'on a fait croire qu'il y avait trop de noirs en fait sur la terre. Donc si on regarde à l'échelle mondiale, on se rend compte que la population, qu'il appelle d'ailleurs la population non blanche, la population non blanche est quand même supérieure à la population blanche. Et on se rend compte que malgré tout, la population blanche a réussi, par justement cette pensée blanche, à réduire la population non blanche comme étant inférieure. Et c'est par un jeu de passe-passe, par un jeu comment dirais-je, où on a su atteindre les mentalités, on a fait croire à l'homme noir qu'il n'était pas capable de faire grand-chose. Voilà. Et que, d'ailleurs, on a tendance encore, dans notre manière de nous exprimer, de parler, de dire des choses, à croire que, oui, quand on a je vais parler entre guillemets, un métropolitain, un blanc,
eh ben, il est supérieur à nous. Ben non, je suis désolé. Il ne peut pas être supérieur à nous. On est tous des hommes dotés d'une intelligence. Hein. On est capable de réfléchir, de faire des études, d'apprendre certaines choses et faire aussi bien l'un que l'autre, qu'on soit blanc, noir, jaune, peu importe, on est capable de faire plein de choses et qu'on ne doit pas être enfermé justement dans un carcan, hein, pour dire que ben voilà, il y a des noirs d'un côté, il y a des blancs, il y a des rouges, il y a des jaunes. Non, il faut sortir justement de cette pensée. Voilà. D'accord. Et est-ce que Lilian Thuram, il a des préconisations, des conseils qu'il donne pour justement pour lutter ou diminuer cette pensée qu'il appelle pensée blanche? Est-ce il donne des pistes? Alors, oui, il donne un certain nombre d'éléments. Il en parle. Enfin, tout à l'heure, je peux essayer de vous lire 2-3 extraits. Si j'ai retenu quelques extraits, mais bon, enfin, je peux essayer de retrouver dans cela. Mais comme il dit, donc, il explique bien que c'est ensemble, en se mettant autour d'une table, ensemble, dans une grande réflexion, qu'on peut réussir à changer les choses, à modifier justement cette vision sociétale que nous avons aujourd'hui et avancer, construire, co-construire ensemble. Pas se dire, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y a les blancs d'un côté, il y a les noirs, etc. Non, c'est ensemble. Et puis que ceux qui ont justement eu cette pensée blanche, puisque quand il dit on ne naît pas blanc, on le devient, c'est que quand un enfant naît, il naît, peu importe sa couleur, il naît avec de l'amour dans son cœur. Quand il va jouer avec un autre, il ne regarde pas sa couleur. Il va jouer parce qu'il a envie d'aller au contact de l'autre. Tout à fait. Alors que c'est en grandissant qu'on lui impose une certaine façon de faire, une façon de penser. Voilà. Dans la manière justement de faire des études, d'apprendre un certain nombre de choses, où on voit que pour une catégorie de personnes, des portes vont s'ouvrir rapidement, alors que pour d'autres, ça sera plus compliqué. Il faudra vraiment se battre tout le temps. Voilà. C'est Aimé Césaire qui disait d'ailleurs que quand on est noir, on doit faire 10 fois plus que le blanc, parce qu'on a besoin de faire 10 fois plus pour exister. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout. On ne peut pas dire que parce qu'on est noir, on n'a pas les mêmes prérogatives que celui qui est blanc. Parce que l'autre, qu'il est peut-être d'une autre nationalité ou autre, non, il est différent. Non, on doit avoir justement cette idée que nous sommes tous des hommes. Nous sommes tous en capacité de faire les mêmes choses. Donc, sortir justement de ces schémas, de ces mentalités, et puis co-construire ensemble, faire des choses. Voilà. Là, nous sommes en Martinique. On nous a parlé, donc, on nous dit que nous sommes français, mais si on est français, que nous soyons des Français à part entière dans ce cas-là. Maintenant, si on veut sortir de la France, on sait ce qu'on doit faire. Oui, on doit prendre des dispositions pour sortir de la France. Mais si on est français, donc qu'on soit blanc, noir, peu importe la couleur que nous avons, on est français et on doit avoir les mêmes, comment dirais-je, dispositions en notre faveur pour pouvoir réussir justement à grandir, à faire des choses pour cette France dont on nous assimile justement notre appartenance. Et quels sont tes passages préférés du livre? Alors, moi, je vais prendre un petit passage qui m'a un petit peu alerté. Je parlais tout à l'heure du code noir, mais il y a aussi un autre code qui s'appelle le code de l'indigénat. Oui. Et ça, franchement, je trouve ça choquant. Voilà. Alors, il dit... Le code de l'indigénat permettait d'envisager la responsabilité collective. Autrement dit, si un individu commettait une action qui déplaisait aux autorités coloniales, toute sa communauté était coupable. Vous vous rendez compte quand même à quel point c'est quand même machiavélique.
hein. Parce que quelqu'un fait quelque chose, toute la communauté prend aussi la même sanction. Donc, tout le monde était puni. Le village pouvait subir une expédition militaire, c'est-à-dire être entièrement rasé ou incendié par les soldats français. Le code prévoyait aussi le séquestre, c'est-à-dire la confiscation pure et simple des terres des communautés accusées d'actes d'hostilité envers les Blancs, acte qui pouvait être un soulèvement ou un simple départ de feu suspect. Des milliers d'hectares ont ainsi été volés aux habitants pour être donnés aux colons. Cette responsabilité collective n'est-elle pas toujours à l'œuvre aujourd'hui? Donc c'est la question qu'il faut se poser quand on regarde ce qui se passe en Afrique, quand on regarde ce qui se passe ici même, chez nous en Martinique, où il y a des choses qui se font. On n'ose pas en parler, mais je pense que des fois, il faut faire tomber les masques. Il faut faire tomber les masques et puis dire les choses, franchement. Voilà. Et puis, il y a un autre passage que j'avais sélectionné. Merci. Alors, je voudrais dire aussi une chose, c'est que dans ce livre, La pensée blanche, Lilian Thuram, il fait un parallèle aussi avec la domination des hommes sur les femmes. D'accord. Voilà. Donc, il fait ce parallèle-là avec cette pensée blanche où il dit, ouais, c'est pas normal que quand on arrive, par exemple, dans une assemblée, où il y a une réunion peut-être avec des hommes, on a tendance à dire, il n'y a pas beaucoup de femmes. Donc, on va dire qu'il y a 10% de femmes. Plutôt que de dire l'inverse, de dire, il y a 90% d'hommes, où sont les femmes? Et ça, c'est quelque chose qui doit nous faire aussi réfléchir aujourd'hui, puisque l'homme prend peut-être toute la place dans la politique, enfin dans l'économie, dans la finance et tout ça. Peut-être qu'il faudrait qu'on fasse un petit peu de place aussi aux femmes, leur donner envie aussi, puisque il faut se rappeler d'une chose, c'est que il y a fort longtemps, la femme n'avait pas droit de vote, n'avait pas le droit de s'exprimer en société. La femme était, comment dirais-je, elle devait faire les tâches les plus basses possibles, rester vraiment à l'écart. Oui, mineure, Elle tout était à fait. mineure. Pardon? Oui, c'est ça, elle était complètement mineure, et donc, voilà. Là, aujourd'hui, on voit que, bien sûr, on met dans par exemple, les listes politiques qu'il faut qu'il y ait la parité intégrale et tout ça. Oui, c'est bien, mais il faut qu'on aille encore plus loin. Il faut qu'on aille encore plus loin, et c'est ça qu'il est en train ce dont il parle aussi un petit peu dans ce livre. Voilà. Et donc, l'autre passage que j'avais noté, c'était, alors, la fascination du bon sauvage s'accroît dès lors que les Européens découvrent des individus au corps épilé, tatoué, ornés de plumes, de bijoux et aux mœurs libertines, chacun multipliant les partenaires sexuels comme à peine sortis de l'Éden. Afin de contrer l'attirance qu'exercent ces femmes et ces hommes, ils en font des démons, déguisant cette attirance en principes moraux et s'accordant par là le droit de les tuer, de les violer, de les marquer de leurs initiales de propriétaires, ce qu'ils feront ensuite systématiquement sur les Noirs déportés d'Afrique. Moi, je trouve ça, excusez-moi, mais je trouve ça grave, très grave, qu'on puisse décider du sort des autres comme ça, d'avoir droit de cité. À une certaine époque, il existait le droit de cuissage. Quand on allait se marier, il y avait ce droit qui existait où le mari ne pouvait même pas profiter de sa femme dès le premier soir. Donc, il y avait quelqu'un qui passait avant, d'accord? Et ensuite, le mari pouvait profiter de sa femme. Là, dans ce genre d'expédition des colons pour justement prendre des terres, alors qu'il y a des personnes qui sont là, alors qu'il y a des coutumes, il y a des richesses, il y a énormément de choses, on décide par cette volonté de vouloir avoir toujours plus. Eh bien voilà, ça sera comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Voilà. Et personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Parce que c'est établi comme ça. Voilà. Non, c'est pas normal.
Ce n'est pas normal. Voilà. Moi, je suis un peu révolté. Après avoir lu ce livre, j'étais un petit peu révolté. D'ailleurs, je suis parti ensuite sur un autre livre, puisque je pense qu'avec les événements qui nous ont touchés l'année dernière, avec les déboulonnements de statuts, avec les demandes de réparation de l'esclavage, puisqu'on sait que on a fêté d'ailleurs les 10 ans, c'est ça, je ne sais plus, c'était 10 ans, non, 20 ans, de la loi Taubira qui reconnaît l'esclavage, c'était en 2001, je crois. 20 ans. Voilà, 20 ans. Donc, qui reconnaît l'esclavage et la traite négrière comme crime contre l'humanité. Et on se rend compte que la France a peur de prendre ses responsabilités par rapport à ce crime contre l'humanité. Et moi, j'ai entendu, pas plus tard qu'hier soir à la télé, le président Macron, enfin, c'est une interview qu'il avait déjà eue il y a longtemps, mais c'était une émission que j'ai vue sur une chaîne concurrente, et il disait que non, rien ne sera changé dans l'histoire, il ne se passera rien, et donc voilà, je pense que là, la France doit se mettre face à ses responsabilités. Oui, merci beaucoup, Julien. Effectivement, il y a encore du travail, mais ce que j'aime bien, c'est que nous avons aujourd'hui la possibilité d'avoir accès à ce savoir que peut-être qui était moins inaccessible par le passé. On a une vraie bibliothèque avec notre portable aujourd'hui. Tout à fait. Donc nous pouvons prendre connaissance et nous pouvons travailler à notre échelle, à notre niveau. Et j'aime bien ce que tu disais tout à l'heure. On a tous la capacité. C'est vrai que peut-être beaucoup peuvent penser on ne peut pas, mais on peut acquérir la connaissance, on peut comprendre et on peut changer les choses. Et si à notre niveau on le fait, on l'enseigne à nos enfants, on l'enseigne à nos amis, eux aussi vont pouvoir l'enseigner à d'autres, ce qui fait qu'il y aura une chaîne. Exactement. Et nous pourrons, puisque nous sommes en Martinique, le Martiniquais pourra prendre confiance en lui, se dire je suis capable de faire tout aussi bien que l'autre. Je ne suis pas supérieur à l'autre, il n'est pas supérieur à moi. Nous avons la faculté, l'intelligence de comprendre, de faire, d'améliorer, de transformer notre environnement. Et on n'a pas besoin d'attendre que les autres fassent, m'excuse, mais nous pas pitié passer personne, ça peut commencer chez nous et puis ça peut faire prendre de l'ampleur. Et si je peux rajouter quelque chose aussi, c'est qu'à la fin de son livre, Lilian Thuram fait un parallèle avec l'écologie aussi, où il fait un plaidoyer pour l'écologie, pour la manière de repenser les choses, et on tombe justement directement dans Laudato Si. Donc c'était juste pour faire la passerelle. On voit la connexion entre les deux. En tout cas, merci beaucoup. Merci Anne-Marie pour ta participation et ta présence sur notre plateau aujourd'hui. Merci de l'invitation et puis j'espère que les téléspectateurs prendront plaisir à découvrir le Laudato Si du pape François. Il faut le lire, il faut s'en imprégner et puis pour nous aller devant. Se l'approprier. Voilà. Et nous rappelons qu'il est téléchargeable. On peut le télécharger gratuitement sur le site du Vatican. Merci Julien. C'est moi qui te remercie. Cette présentation du livre de Lilian Thuram, La pensée blanche, donc qui forcément ne peut pas nous laisser indifférents. Au contraire, nous avons des choses à faire, de l'action. Absolument. Et puis, il faut pas le lire comme je disais tout à l'heure, en se disant que oui, c'est un livre anti-blanc. Non, il faut bien comprendre la structuration de cette pensée qui a existé et qui peut peut-être encore perdurer aujourd'hui. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, si vous voulez faire comme Anne-Marie ou comme Julien, vous pouvez venir aussi sur le plateau de Plaisir de lire. Donc, en composant le numéro qui s'affiche à l'écran, qui est le 06 96 19 41 13, et vous venez nous parler du livre de votre choix. Et ce sera un très grand plaisir pour nous de vous recevoir sur le plateau de Plaisir de lire. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine, mercredi prochain, 15h, à la même heure. À bientôt.